suis pas assez bon. Je vais encore échouer. De toute façon, elle ne me rappellera pas. T'as vu ta gueule? Tu fais pitié. Tu devrais vraiment retourner bosser dans un fast-food. T'es vraiment qu'une merde. Une sombre merde. Un étron pur. Va te faire foutre! Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Sénèque. Et salut tout le monde! Avouez, vous aussi ça vous est déjà arrivé. Votre cerveau qui vous détruit alors que rien n'a encore commencé. Vous savez déjà que vous allez échouer et que vous allez être rejeté. Et le pire, c'est que vous y croyez. Et si je vous disais qu'on souffre plus souvent de ce qu'on imagine que de ce qu'on vit réellement. Au début, c'est léger. Une pensée, puis une autre. Et sans vous en rendre compte, ça prend de la place. Vous imaginez des scénarios et votre corps réagit comme si c'était réel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le pessimisme s'installe dans notre esprit, la manière dont il se transmet et comment arriver à le surmonter. Bienvenue dans le Junkoverse. On ne naît pas pessimiste, on le devient à travers ce qu'on vit, à travers ce qu'on entend. À force, notre cerveau s'adapte. On peut presque sentir la déception avant qu'elle n'arrive. Comme si notre corps entier nous disait « prépare-toi au pire ». Alors, comment tout commence? Eh bien, très tôt, avec notre éducation, notre entourage et la société dans laquelle on grandit. Prenons une enfance stable, où les échecs sont expliqués et les encouragements fréquents. En grandissant, la personne développe de la confiance en elle, plutôt que de rester paralysée par la peur. À l'inverse, quelqu'un exposé aux critiques, aux échecs, avec des remarques négatives ou à des modèles pessimistes, que ce soit des parents, des profs ou des proches, développe un réflexe. Anticiper le pire. Il y a aussi quelque chose de plus discret. Les mécanismes de défense. Quand la vie devient trop lourde, ça peut peser sur le quotidien. Le travail, les relations, le sommeil. Et là, tout semble s'effriter. C'est notre cerveau qui nous dit « si je ne m'attends à rien, au moins, je ne serai pas déçu ». Parfois, ça s'accompagne d'anxiété ou de tristesse intense, et même de comportements dangereux. Et parfois, il y a des événements plus marquants. Harcèlement, échec scolaire, professionnel ou même un deuil. Ces expériences laissent une trace, créent une méfiance envers l'avenir. La peur de revivre la douleur. Dans NHK ni Yokuso, ou en français Bienvenue dans la NHK, de Tatsuhiko Takimoto, on suit un jeune hikikomori, Tatsuhiro Sato, enfermé chez lui depuis 3 ans. Un hikikomori est un adolescent ou un jeune adulte complètement isolé de la vie sociale depuis au moins 6 mois. En France, plus de 1,4 million de jeunes vivent de cette fracture sociale. Sato est enfermé chez lui depuis 3 ans. 3 ans à éviter le monde. 3 ans à s'éviter. Alors, forcément, son cerveau cherche une explication. Et il en trouve une. Un complot. Pas un petit complot ridicule. Non. Une organisation invisible qui contrôlerait sa vie pour le maintenir dans cet état. Et le pire, c'est que ça le soulage d'y croire. Parce que si ce n'est pas un complot, alors il ne reste plus que lui. Il n'y a rien à blâmer à part lui-même. Le complot de sa propre vie. Un complot ridicule venant d'une organisation invisible. Jusqu'au jour où quelqu'un sonne à sa porte. Misaki Nakahara. Il refuse et retourne se terrer chez lui. Le lendemain, il se retrouve. Misaki ne tombe pas autour du pot. Elle le confronte. Mais pour la première fois, Sato commence à se poser des questions. Avant ça, Sato était comme tout le monde. Il était scolarisé. Il parlait aux autres. C'est là qu'il rencontre Hitomi
Kashiwa, fasciné par les théories du complot. À l'époque, lui n'y croyait pas. Et pourtant, c'est exactement là qu'il finit, à inventer le sien. Celui qui donne un sens à sa chute. Parce que dans NHK, on avance, puis on rechute, on se motive, puis on s'effondre. Sato ment, fuit et se sabote encore et encore. Et malgré tout ça, il n'est pas complètement coupé du monde. Il l'aide parfois, maladroitement, comme si une partie de lui refusait encore de disparaître. Et c'est là que NHK devient dérangeant. Parce qu'il ne montre pas juste quelqu'un qui échoue, il montre quelqu'un qui pourrait disparaître complètement. Misaki le voit comme faible, inadapté, mais Sato est loin d'être stupide. Le problème, ce n'est pas ce qu'il vaut, c'est ce qu'il se raconte. Le pessimisme et l'exclusion peuvent toucher n'importe qui. Et c'est ça qui rend la chose si terrifiante. Mais malgré tout ça, tout ne reste pas figé. Il y a des moments où quelque chose bouge. Rien de spectaculaire, rien de propre. Juste un décalage, une pensée différente, une tentative, un pas, un peu moins en arrière que d'habitude. Dans NHK, on ne nous montre pas une transformation. On nous montre que même quelqu'un qui pense être coincé peut parfois bouger. Pas beaucoup, pas facilement. Ce n'est pas juste un manque de confiance, c'est une perception. Sato ne voit pas le monde tel qu'il est. Il le filtre, il retient ce qui confirme ses peurs. Et petit à petit, ça devient sa réalité. Une réalité où tout semble aller mal. Même quand ce n'est pas totalement vrai. Parce que le problème, ce n'est pas seulement ce qui lui arrive, c'est la manière dont il le perçoit. Si NHK nous plonge dans l'introspection, c'est parce qu'il nous force à regarder ce qu'on préfère éviter. Mais parfois, regarder ce que nous fuyons ne suffit pas. Parce qu'une fois face à soi-même, il faut aussi apprendre à avancer. Et c'est exactement là qu'intervient Relife, écrit et dessiné par Yaoi Su. On suit un personnage au point de rupture, Arata Kaizaki, un homme au chômage, après avoir quitté son emploi. Un choix qui, dans la société japonaise, est souvent mal perçu. Mais ce qu'Arata ne sait pas encore, c'est qu'une seconde chance l'attend. Avec elle, une idée simple. Nous pouvons réécrire notre quotidien. Yaoi Su reste très discrète sur sa vie personnelle. Elle a confié que certaines expériences ont inspiré Relife. Elle aussi a démissionné de son travail. Après, elle a traversé une période difficile, puis elle se lance dans le dessin. C'est avec la plateforme Comico que Relife est publié, et la série est un succès. Là où NHK Nyokuzo plonge dans quelque chose de plus sombre et décalé, Relife, lui, adopte une approche plus douce, plus humaine, plus introspective. Arata n'aspire pas à être le meilleur, seulement à devenir meilleur qu'hier. Le personnage de Karyu, quant à elle, est dans une rivalité poussée à l'extrême. À force de vouloir faire mieux que les autres, elle ne progresse plus pour elle-même. Quand la comparaison prend une place majeure, cela se transforme en tension. Certains s'en servent comme moteur, d'autres s'y perdent complètement. Et finalement, nous ne regardons plus notre propre chemin, nous regardons celui des autres. Petit à petit, nous finissons par nous oublier. Le manga l'illustre, mais Relife ne s'arrête pas là. Le manga raconte aussi d'autres façons d'avancer, comme avec Honoka Tamarai. Elle travaille, elle avance, elle donne le meilleur d'elle-même. Mais son parcours ne se fait pas sans difficulté. Dans Relife, la réussite n'est pas toujours perçue de la même manière par les autres. Elle peut inspirer, mais aussi créer de la distance, ce qui nous amène à une vraie question. Faut-il rester dans la norme ou s'élever quitte à déranger? La réussite agit comme un filtre. Elle révèle les jalousies et met en lumière les bonnes personnes. Mais alors, comment sortir de cette spirale? Par quelque chose de simple, l'écoute, la compréhension, la remise en question. Parce que la négativité
la jalousie, la colère sont des chemins faciles, mais ils nous éloignent de nous-mêmes. Relife nous rappelle aussi une chose essentielle. Nous pouvons toujours évoluer, qu'il ne faut pas se comparer aux autres et qu'il faut avancer à notre rythme, chaque jour. Pas pour être meilleur que quelqu'un, mais pour être plus aligné avec nous-mêmes. Alors, entourons-nous de personnes bienveillantes. Chaque petit progrès, chaque pas en avant est déjà une victoire. Une victoire sur le doute, sur les limites que nous nous imposons. Notre vie ne se joue pas seulement dans nos pensées, mais aussi dans nos actions, dans ce que nous faisons, dans notre discipline, dans notre corps. C'est là qu'un élément entre en jeu. Quand nous faisons du sport, le corps réagit et libère des hormones comme les endorphines ou la dopamine, des substances qui apaisent le stress, améliorent le sommeil et influencent directement notre état mental. L'énergie que nous utilisions à ruminer se transforme en action. Petit à petit, ce qui nous bloquait perd de son poids. Les difficultés ne disparaissent pas, mais notre manière de les voir change. Chaque obstacle devient une étape. Chaque effort, un pas en avant. Cette voix qui dit « je n'y arriverai jamais » commence à s'éloigner. Le doute n'est pas un problème, c'est un signal. Il nous montre simplement ce qui compte vraiment pour nous. Alors, si un jour notre pessimisme tape à notre porte, avant même que les événements ne se produisent, retenons bien ceci. Le temps n'est pas linéaire. Le futur n'est pas écrit. Nous pouvons choisir ce que sera notre destin. Et n'oublions pas, la vie est un jeu. C'est notre manière de jouer qui déterminera les règles. À bientôt.